m'interroger en fait sur les finalités sociétales de l'innovation, parce que le point de départ de ma réflexion, au fond, c'était que l'innovation, je suis de plus en plus frappé par le culte, on va dire, de l'innovation, qui est devenu une finalité en soi, alors que de mon point de vue, ça devrait être un moyen au service de finalités sociétales. D'où ce titre. Alors peut-être un petit commentaire sur le sous-titre, et c'est sur un mythe économique, social et managérial. Le mythe économique, c'est l'idée de Schumpeter, hein, c'est-à-dire l'innovation et la condition, le moteur de la croissance économique. Le mythe social, c'est que la participation à des projets d'innovation est la condition de l'épanouissement des individus au travail. Et le mythe managérial, c'est que l'innovation est la clé de la compétitivité des entreprises. Donc c'est un peu ces trois mythes, évidemment, que j'essaie de déconstruire. Et pour ça, donc, j'ai fait un travail qui est interdisciplinaire, où je mobilise des travaux empiriques, mais c'est de façon, ça s'appuie pas sur un travail empirique particulier. Donc, il y a toute une mise en perspective historique et théorique autour de ces notions. Alors, je commence en fait l'ouvrage par une discussion en introduction de cette injonction à innover. J'avais pris un extrait dans le livre d'un discours d'Emmanuel Macron dans un salon qui s'appelait Vivatech, où il expliquait que il s'agissait pas seulement d'encourager le développement des startups, mais qu'il fallait au fond que toute la société dans son ensemble, tous les acteurs de la société deviennent innovants, y compris les acteurs publics. Et donc, au fond, il expliquait d'une certaine manière que l'innovation devait progressivement, l'esprit d'innovation et d'entrepreneuriat devait devenir une culture pour tous. Alors c'est ce point de départ qui me frappe beaucoup dans les discours publics ou privés, hein, c'est innover toujours plus et toujours plus vite, avec cette injonction qui s'impose à tous. Mais comme je l'indiquais, en fait, et ça c'est le propre d'une culture, parce qu'une culture, au fond, c'est un ensemble de croyances hein, qui sont tenues pour acquises et qui ne sont plus discutées. Aujourd'hui, l'innovation est impensée dans ses fondements et dans ses conséquences. Donc c'est cette idée que l'innovation est devenue une fin en soi. Et si on prend un peu de recul, notamment à- par rapport à des, je dirais, un point de vue plus macroéconomique, l'innovation a des effets ambivalents, c'est-à-dire que d'un côté, elle alimente la croissance économique du PIB. Il y a de nombreuses études économiques qui montrent qu'il y a un lien entre l'intensité d'innovation et la croissance. Mais si on prend d'autres indicateurs, comme par exemple l'indice de développement humain, qui essaie de mesurer la qualité de vie au sens large, on observe qu'il stagne dans les pays développés depuis 1970. Donc ça interroge en fait sur l'impact de ces innovations sur le long terme. Et puis l'autre point, c'est évidemment les questions que je pose en introduction, c'est au fond quel est le sens de cette course à l'innovation hein, qu'on nous propose et quels sont ses effets indésirables. Et puis surtout, à quelles conditions peut-on réorienter l'innovation hein, parce que l'idée du livre, c'est pas seulement de faire une critique des innovations actuelles, mais c'est d'essayer d'expliquer à quelles conditions l'innovation peut contribuer à la construction de mondes véritablement soutenables, on pourrait dire encore habitables, hein, pour reprendre la formule d'Alain Charles Martini. Alors, pour poser un petit peu le constat, je voudrais vous présenter ce graphique qui est tiré d'un rapport de l'Agence environnementale européenne de 2021. Donc, vous avez trois courbes à l'écran qui sont toutes les trois alignées sur le point 1 en 1990. Et ces courbes, vous avez en vert l'évolution du PIB mondial, en bleu, vous avez les émissions de gaz à effet de serre et en rouge, vous avez l'empreinte matérielle. Et donc, ce qu'on observe, c'est un découplage relatif des émissions de gaz à effet de serre par rapport à la croissance. Ça, c'est tous les efforts en matière d'efficacité énergétique ou de développement d'énergie renouvelable ou de nucléaire. Mais ce qu'on observe également, vous voyez, c'est qu'il n'y a absolument aucun découplage entre la croissance économique et la consommation de ressources non renouvelables, c'est-à-dire qu'elles progressent au même rythme, ce qui pose évidemment un problème sur le long terme, à la fois de disponibilité des ressources, mais aussi d'empreintes écologiques liées à l'extraction des métaux. Il y a beaucoup de travaux hein, qui montrent que ça a des impacts très, très importants sur la biodiversité, sur la consommation d'eau, sur le climat, etc.
Alors, c'est pas un constat nouveau, c'était celui du rapport Meadows, hein, dont on vient en 2022, on a fêté le cinquantenaire avec une nouvelle édition. Mais au fond, on voit qu'il y a un problème de soutenabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas croître comme ça à l'infini avec des ressources qui sont limitées. Alors, quelles sont les réponses qui sont apportées? La réponse classique, et j'en fais la critique dans le livre, c'est la croissance verte fondée sur l'innovation technologique. Alors, c'est un terme, je pense que vous connaissez tous. Alors là, j'ai mis dans cette slide la couverture d'un ouvrage grand public qui a été écrit notamment par Philippe Aghion, qui est un économiste bien connu, qui est professeur au Collège de France et qui est un défenseur de la croissance verte. Et donc, la réponse des dirigeants et de beaucoup d'experts, c'est de dire, on va notamment pouvoir surmonter la crise climatique en investissant massivement dans des solutions technologiques dites vertes, donc par exemple les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien ou le nucléaire. On va développer l'hydrogène vert, la biomasse, etc. Et donc, on va remplacer des énergies carbonées par des énergies qui n'ont pas d'impact sur le climat. On va électrifier les usages et si on fait tout ça, on n'aura plus de problèmes environnementaux. Alors évidemment, cette solution est extrêmement simpliste. Elle est assez logique parce que, comme l'expliquait le philosophe Jacques Ellul, euh, nous sommes dans un système technicien et donc on nous apprend dès notre plus jeune enfance, au cours de nos études, qu'à tout problème existe une solution technique. Donc c'est ce qu'on appelle le solutionnisme technologique. Et donc le solutionnisme technologique, c'est naturellement une voie lorsqu'on a ce cadre de pensée qui vient à l'esprit. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème logique, c'est d'où vient la crise écologique? C'est-à-dire pourquoi on a autant d'impacts, d'émissions de CO2, de consommation de ressources? Est-ce que ça vient pas, au fond, de l'adoption massive d'innovations passées, avec le développement de modes de transport carbonés, de l'agriculture intensive, de la construction en béton, d'équipements électriques et électroniques qui sont multipliés, du développement du numérique, hein, on voit, il y a beaucoup d'études en ce moment sur les impacts de l'IA générative sur la consommation d'électricité et d'énergie. Donc on voit bien que les innovations qu'on nous présente comme vertueuses, elles ont des impacts. Et donc, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce qui garantit que les innovations dites vertes n'auront pas de conséquences négatives dans le futur? Alors évidemment, cette vision hein, du solutionnisme de la croissance verte, le problème qu'elle pose, c'est elle passe sous silence un certain nombre d'impensés. Alors, le premier angle mort de cette approche, ce sont les transferts de pollution. Alors ça, c'est très connu et visible avec notamment un outil hein, que beaucoup connaissent, que vous connaissez, l'analyse de cycle de vie. On va essayer de mesurer les impacts pendant l'ensemble du cycle de vie du produit ou de la technologie, hein, depuis la conception jusqu'à la fin de vie. Et lorsqu'on utilise, par exemple, ce type de méthode, on se rend compte que, par exemple, des éoliennes ou des voitures électriques, par rapport aux technologies qu'elles remplacent, en fait, les pollutions se déplacent. C'est-à-dire qu'on a évidemment moins d'émissions, voire pas d'émissions à l'usage, mais on a en revanche énormément d'impacts qui sont liés à l'extraction des matières qui vont rentrer dans ces technologies et à leur transformation. Donc notamment la consommation de métaux critiques ou de cuivre qui aujourd'hui devient un métal critique et les industriels sont extrêmement inquiets quant à la disponibilité du cuivre à moyen et long terme parce que c'est un métal qui est absolument central dans les transitions numériques et écologiques. Donc ça, c'est le premier angle mort. Deuxième angle mort, c'est la question de la transition énergétique. Dans le livre, j'évoque un travail d'un historien qui s'appelle Jean-Baptiste Fresseuse, qui, depuis la parution de mon livre, en a écrit un qui est excellent, que je vous recommande, qui s'appelle Sans transition, où il explique, donc c'est un essai au seuil, qu'en fait, il n'y a pas eu de transition énergétique dans l'histoire, mais il y a eu des additions énergétiques. Alors d'où vient cette idée de transition énergétique hein, c'est cette idée que avant la révolution industrielle, on produisait de l'énergie à partir de bois et d'eau, puis avec
la première révolution industrielle, on a produit à partir de charbon, pour alimenter des machines à vapeur, des locomotives. Puis au XXe siècle, on est passé au pétrole et au gaz, et dans le futur, on ira vers le nucléaire et les énergies renouvelables. Alors cette thèse est aujourd'hui contestée parce que lorsqu'on regarde les consommations, on n'a jamais consommé autant de bois, de charbon, de pétrole ou de gaz. Et donc la question, c'est pourquoi? Pourquoi nous dit-on qu'il y a une transition alors qu'elle n'a pas lieu? Alors le biais que met en évidence Fresseuse et qui est extrêmement convaincant dans son livre, c'est qu'on s'intéresse à la demande finale d'énergie et non pas à l'ensemble des consommations lorsqu'on prend une perspective systémique, ce qu'il appelle des symbioses énergétiques, par analogie avec les symbioses naturelles, si vous voulez. Donc c'est par exemple toutes les consommations d'énergie qui vont être nécessaires au fonctionnement d'un système énergétique. Alors pour vous illustrer ces symbioses, je vais prendre un exemple qui est parlant, qui est celui du chemin de fer au XIXe siècle, qu'il étudie dans son livre. Alors, vous voyez dans cette image à l'écran une reconstitution hein, d'une locomotive et donc de train, de système ferroviaire au XIXe siècle. Et donc, on dit, oui, si on regarde l'usage, enfin, l'énergie finale, c'est bien le charbon qui fait avancer la locomotive. Mais ce que vous observez dans cette photo, de même que dans celle-ci, c'est que il y a du bois partout. Le bois est omniprésent. Il est omniprésent dans les mines souterraines de l'époque pour extraire le charbon et il était omniprésent pour fabriquer les traverses et les ponts. Et Fressoz explique que les Américains, pour construire le chemin de fer, ont déforesté l'équivalent de 10% des forêts américaines. Donc en fait, ça illustre cette idée de symbiose énergétique, c'est-à-dire pour développer le charbon, on a eu besoin massivement de bois. Et donc, il donne des tas d'exemples contemporains. Il explique que, par exemple, évidemment, dans les technologies modernes, on consomme beaucoup d'acier, d'aluminium, etc. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, fabriquer de l'acier décarboné. C'est-à-dire l'acier issu des hauts fourneaux est toujours fabriqué à partir de coques, donc de charbon. Et les sidérurgistes nous disent que peut-être ils arriveront à produire 6% d'acier à partir d'hydrogène vert en 2040. Vous voyez qu'on est très très loin d'un monde complètement décarboné. Donc, comment s'assurer qu'une transition effective s'opère dans le futur? On est loin du compte. Alors, troisième impensé, c'est la sobriété. C'est-à-dire que dans beaucoup, alors ça commence à changer, hein, il commence à y avoir des rapports, des discours publics et privés, où on commence à parler de sobriété, où on dit qu'il va falloir ralentir la croissance de la demande, mais si vous preniez encore des rapports ou des plans de développement il y a encore 2, 3 ans, on prévoyait une croissance de la demande. Donc ça pose un problème, c'est pourquoi cette hypothèse de croissance infinie des besoins. Alors dans les entreprises, c'est extrêmement fort, hein. La plupart des grandes entreprises n'ont toujours pas renoncé à la croissance des volumes produits, donc à la croissance matérielle. Et on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui explique que les besoins sont infinis? Schumpeter, par exemple, dans son ouvrage de 42, donc en pleine guerre, anticiper la saturation progressive des besoins, parce qu'il pensait que, voilà, une fois qu'on aurait atteint un certain niveau de confort matériel, les besoins allaient stagner et que ça allait réduire les occasions d'investissement et donc le rythme des innovations. Alors, sur ce plan, il s'est vraiment trompé parce qu'il n'avait pas anticipé le consumérisme, hein, c'est-à-dire la croissance continue des besoins qui est alimentée à la fois par l'innovation intensive, hein, le renouvellement accéléré des produits, et par le développement de techniques de gestion, marketing, design, etc., ainsi que par toutes les stratégies qui sont mises en place pour fabriquer de la distinction sociale, hein, donc cette idée de la consommation comme processus social ostentatoire, hein, pour reprendre la terminologie de Veblen, ou le désir mimétique que met en évidence René Girard. Alors, dernier biais, c'est le biais pro-innovation, qui est quelque chose d'ancien en fait. C'est ce que disait le sociologue Everett Rogers en 62. C'est-à-dire qu'il mettait en évidence, déjà à l'époque on parlait beaucoup d'innovation technologique, il dit on met en évidence les bénéfices de l'innovation, mais on ne discute jamais ses conséquences négatives éventuelles, donc il y a une sorte de dissymétrie. Et donc il disait c'est un problème parce que on nous vend des promesses,
mais au fond, on n'étudie pas véritablement les conséquences de ces projets d'innovation. Alors, donc, je vous ai brièvement résumé un peu le cadrage de l'ouvrage. Je ne vais pas rentrer dans les détails du livre. Le livre, en fait, est constitué de trois parties. Une première partie qui est sur la formation de cette culture de l'innovation, parce que l'innovation, c'est un vieux terme, mais il s'est imposé comme culture dans les dernières décennies. Ensuite, j'ai une deuxième partie que j'ai intitulée L'innovation, l'heure du doute, qui revient sur les effets indésirables et pourquoi ces effets sont aussi difficiles à anticiper. Et puis la troisième partie, c'est comment innover autrement, donc comment réorienter l'innovation vers la sobriété et puis en essayant de responsabiliser les acteurs, les innovateurs. Alors, donc la façon dont j'entends culture, hein, c'est un ensemble de croyances et de valeurs associées à l'innovation qui sont incarnées dans un langage, dans des principes, dans des méthodes. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que ce langage de l'innovation s'est imposé auprès de tous les publics. Il suffit de voir les épithètes, en fait, hein, qui sont accolés à innovation. Avant, on parlait d'innovation technologique, maintenant on parle d'innovation verte, d'innovation sociale, d'innovation culturelle, d'innovation pédagogique, etc., etc. C'est-à-dire que l'innovation a colonisé absolument tous les domaines de la société. Et donc, personne n'en discute la légitimité, y compris des acteurs qui sont anticapitalistes, hein. C'est ce qui est assez étonnant, hein. C'est, c'est une notion qui a pris dans absolument auprès de tous les publics. Donc, pour comprendre cette énigme, parce que c'est quand même assez énigmatique, hein, ce succès, donc j'ai réalisé ce détour historique en m'intéressant à la fois au phénomène de l'innovation et à la façon dont la notion a été conceptualisée. Donc, je distingue le phénomène et puis le langage qu'on utilise pour en parler. Alors, le phénomène, il est avec les lunettes actuelles, hein, donc on pourrait dire l'innovation, c'est l'introduction d'une nouveauté dans un domaine pratique, hein, si je veux prendre une définition la plus large possible. C'est un phénomène qui est aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Je veux dire, l'invention de l'agriculture au néolithique, c'est une innovation, la roue est une innovation, l'imprimerie est une innovation, etc. Enfin, on trouve des multiples exemples, évidemment. Et les historiens ont bien montré qu'il y a eu une accélération de l'innovation technologique au XIXe siècle, notamment après 1870, avec la deuxième révolution industrielle et puis la création des grandes entreprises. Alors le mot lui-même, il a une histoire très ancienne. Alors là, je me suis appuyé sur un sociologue que vous connaissez bien, puisqu'il était euh, québécois et il est malheureusement décédé, Benoît Gaudin, qui avait fait tout un travail généalogique remarquable là-dessus, où il montre que en fait le terme vient du grec kainotomia et puis du bas latin innovatio. Et au départ, ça désigne non pas du tout la technique, mais c'est introduire une nouveauté dans le domaine politique. Donc Machiavel, par exemple, parle d'innovation. Mais c'est un terme qui est très peu utilisé jusqu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire pendant la révolution industrielle, on n'utilise pas le mot innovation. On lui préfère les mots d'industrie, hein, c'est la doctrine saint-simonienne de progrès ou d'invention. Et donc, par exemple, il y a des catalogues des grandes inventions du 19e siècle. On ne s'intéresse pas tellement aux usages, en fait. On s'intéresse plutôt à la figure de l'inventeur. Et donc, ce qui va, le tournant, hein, c'est ce que je vais appeler le moment Schumpeter, qui va vraiment théoriser le phénomène de l'innovation en expliquant, en mettant l'accent sur la mise en pratique. Donc, c'est ce qui différencie l'innovation de l'invention. Il met l'accent sur la combinaison d'éléments plutôt que sur la nouveauté radicale. C'est aujourd'hui, on nous parle, on nous bassine avec l'innovation disruptive, radicale, etc., de rupture. Je trouve intéressant de revenir à Schumpeter ou à Tarte qui mettent l'accent sur l'imitation, sur la combinaison, en disant la plupart des innovations, il n'y a pas de changement radical. Donc ça, cette idée d'innovation disruptive ou de rupture, c'est vraiment une théorisation très très contemporaine. Il montre aussi que c'est pas exclusivement technique. Ça porte sur les méthodes de production parce que c'est un contemporain de Taylor, sur les organisations, sur la création de nouveaux marchés. Donc, il défend cette idée que c'est le moteur de la croissance. Et puis, il souligne, ça vous savez, que c'est le rôle clé de la fonction entrepreneuriale au sens large, hein, dans l'intensification et l'émergence de l'innovation. Alors, là, j'ai proposé dans le livre, je propose en fait une sorte de périodisation
en disant il y a trois grands moments. Il y a donc l'innovation, on va dire, va être mise à l'agenda public et privé après la Deuxième Guerre mondiale, hein. Donc c'est là où vraiment la notion devient massivement utilisée, fait l'objet de politiques publiques, puis de stratégies d'entreprise. Au départ, c'est d'abord vraiment cette idée de modèle linéaire de l'innovation technologique qui va être centrale, donc l'innovation fondée sur la R&D. Et puis ce modèle va rentrer en crise, une crise parce que d'abord son efficacité se réduit, et puis il y a aussi c'est le fruit pardon d'une critique idéologique de la part des économistes néolibéraux qui remettent en cause le rôle de la planification, le rôle des monopoles et qui vont proposer un modèle plutôt fondé sur en fait la concurrence et puis la dérégulation. Donc, les Américains se trouvent démunis à ce moment-là, au tournant des années 80, parce qu'ils sont durement concurrencés par les Japonais, les Asiatiques, d'une manière générale. Et donc, ils vont essayer d'imaginer de nouveaux modèles. On redécouvre les clusters, hein, Silicon Valley, etc. Ce qui, en fait, n'est pas une nouveauté, hein. Si vous relisez, par exemple, Alfred Marshall, il explique qu'il y a tout un chapitre sur les districts industriels où il dit les théories économiques, la loi de l'offre et la demande, etc., tous ces concepts ne s'appliquent pas au district industriel, qui est une sorte d'agglomération d'acteurs sur un territoire qui entretiennent des relations extrêmement étroites et qui arrivent à générer, à être extrêmement efficaces sur le plan économique. Et je vous le décris empiriquement, mais je ne sais pas le théoriser. Et donc, on revient à cette question des clusters et à ce moment-là va émerger la figure des startups. Il y a d'autres concepts qui vont également émerger à partir de cette époque, l'innovation ouverte dans les années 90 et disruptive. Et puis, à un niveau plus micro, celui de l'entreprise, je décris comment l'innovation est associée à la figure de la gestion de projet, donc du projet et des processus créatifs. Et donc, on va essayer de faire en sorte que les individus eux-mêmes deviennent créatifs. Et donc, s'inventer une sorte de novlangue de l'innovation à l'échelle organisationnelle et individuelle, véhiculée en particulier par les grands cabinets conseils. Et puis, le troisième temps, c'est toutes ces métamorphoses contemporaines que j'essaie de décrire, les innovations vertes, sociales, publiques, financières, frugales, hein. Frugales, c'est intéressant, c'est comment on innove avec les ressources limitées dont on dispose. Voilà. Donc ça c'était la la première partie de l'ouvrage, cette espèce de mise en perspective historique. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est au fond pourquoi l'innovation fait si peu l'objet de critiques. Ma thèse, c'est que au début d'un projet d'innovation, donc avant que l'innovation se concrétise dans un objet physique ou dans un service ou dans une technologie, au départ, ce sont des promesses. Et donc, ça désigne un devenir, et donc ça offre très peu de prise à la critique. Et à mon avis, c'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, l'innovation a une connotation positive, parce que c'est la fabrique des promesses, d'une certaine manière. Bon, donc ça, je vous l'ai indiqué. Ah oui, je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà. Alors, la deuxième partie, brièvement, donc cette question des effets indésirables. Alors, une première remarque qui est sûrement une évidence pour vous, mais cette course à l'innovation, elle est totalement alimentée par la financiarisation, hein, par le capitalisme financiarisé. Comme l'indiquait un de mes collègues de l'École des mines, il avait écrit un très beau livre en 96, il avait dit la finance, c'est le commerce des promesses. Et donc, pour pouvoir échanger des promesses, il faut les fabriquer, et précisément, c'est l'objet de l'innovation qui est la fabrique des promesses. Donc on voit bien comment innovation et capitalisme spéculatif s'alimentent l'un l'autre. Alors, évidemment, si j'écris ce livre maintenant, c'est que ce discours pro-innovation, qui semblait avoir triomphé, il commence à se heurter à des résistances de plus en plus fortes, notamment les impacts écologiques et aussi sociétaux des innovations, et puis également le sens de cette course pour les salariés et les citoyens. Il y a beaucoup de salariés dans les entreprises qui se disent, mais pourquoi je dois en permanence participer à des projets d'innovation dans des temporalités de plus en plus courtes? Ça produit du stress au travail, ça produit du désengagement et de la perte de sens. Bon, donc dans le livre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je fais également à la critique d'innovation financière et managériale notamment.
et je montre leurs effets pervers. Et puis le point que moi je trouve frappant, c'est que lorsqu'on discute avec des acteurs, qu'on travaille avec des acteurs dans des organisations, il y a une sorte de violence de cette injonction à innover, à être créatif pour les individus, parce que il y a beaucoup d'individus qui disent, écoutez, moi je ne me sens pas, j'ai pas l'esprit créatif, je ne suis pas entrepreneur, j'ai envie de réaliser mon travail et d'avoir des tâches à réaliser, un travail routinier, c'est extrêmement utile. Et à quoi ressemblerait un monde où il n'y aurait que des créatifs? Je pense que ce serait un chaos absolu. Donc, on voit bien que cette logique, elle touche à certaines limites lorsqu'on va en faire une culture générale. Alors, une des questions que je me suis posées dans le livre, c'est comment rendre visibles les effets négatifs des innovations, notamment des innovations technologiques, et pourquoi est-ce si difficile de les visibiliser? Alors, pour cela, je suis revenu sur la façon dont l'innovation est cadrée, en fait, sur le plan normatif, réglementaire, et donc comment les innovations, au fond, sont qualifiées avant leur mise sur le marché. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, les innovations, bon, les normes sont généralement conventionnelles. Elles sont toujours en retard par rapport aux nouvelles innovations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment standardiser ou normaliser l'IA générative ou les nanotechnologies. Donc, il y a toujours évidemment un problème d'adaptation des normes par rapport aux innovations. Et puis, les innovations, les impacts sont toujours mesurés en termes d'efficacité, c'est-à-dire à l'échelle d'un produit ou d'une technologie. Donc, on cherche à mesurer des émissions unitaires. Donc, ça peut être par kilomètre, par mètre carré, par produit, etc. Et donc, on passe complètement sous silence les effets d'échelle ou les effets systémiques. Alors, un des exemples que je développe dans le livre, c'est celui de la voiture électrique. Et j'ai trouvé un extrait que j'ai trouvé assez fascinant un discours de Carlos Tavares au Salon de Francfort en 2017. Donc, aujourd'hui, c'est le PDG de Stellantis. À l'époque, c'était le PDG de PSA. Et c'était au moment du Dieselgate. Donc, c'était un choc terrible dans l'industrie automobile parce qu'on expliquait aux constructeurs qu'il fallait qu'ils passent à l'électrique alors que leur chiffre d'affaires était réalisé à partir du diesel. Et donc, il était extrêmement remonté contre cette injonction et il pose un diagnostic qui me paraît extrêmement pertinent. Je ne suis pas sûr qu'il le tienne aujourd'hui encore, mais voilà ce qu'il disait à l'époque, qui traite de la question de la mobilité propre dans sa globalité. Comment est-ce que nous allons produire plus d'énergie propre? Comment faire pour que l'empreinte carbone d'une batterie ne soit pas un désastre écologique? Comment faire en sorte que le recyclage d'une batterie ne soit pas un désastre écologique? Comment trouver suffisamment de matières premières rares pour faire les cellules et les chimies des batteries dans la durée, qui aujourd'hui est en train de se poser la question de manière suffisamment large d'un point de vue sociétal pour tenir compte de l'ensemble de ces paramètres. Alors là, vous voyez, il est un plaidoyer pour une vision systémique, et je trouve qu'il a parfaitement raison. Et donc, il me semble qu'il y a vraiment un enjeu à changer de référentiel d'évaluation de l'innovation. Alors, comme c'est un essai, je peux proposer des pistes. Alors, les pistes que je propose, c'est déjà de prendre en compte l'ensemble du cycle de vie pour éviter les transferts de pollution, ce qui est très rarement fait dans la réglementation, qui est souvent segmenté par phase du cycle de vie. Et puis, c'est dépasser la seule logique d'efficacité à l'échelle d'un produit pour prendre en compte les effets d'échelle, les effets systémiques et temporels, pour éviter les effets rebonds. Parce que le problème, évidemment, c'est qu'en raisonne à l'échelle d'un produit, tous les gains d'efficacité sont annihilés si on est dans une logique de croissance. On voit bien qu'il y a une limite fondamentale dans notre système économique actuel qui est la croissance matérielle, qui est une impasse. On ne peut pas croître à l'infini, produire toujours plus. Et donc, si on ne prend pas en compte ces effets, on passe, à mon avis, complètement à côté du sujet. Intéressant. Et puis, l'autre point, Il arrive c'est les autres? les impacts sociaux dans les chaînes globales de valeur. Voilà, alors ça, je passe là-dessus. Il me reste combien? 10 minutes, ça va? 10 minutes, c'est parfait, ou même un quart d'heure. Ok. Donc, je voulais indiquer la troisième partie de cet ouvrage, qui est importante, qui essaie donc de proposer un certain nombre de pistes de réflexion, qui est comment innover autrement. Alors, en fait, je pars du constat que le statu quo n'est pas possible. C'est-à-dire, on pourrait dire, il suffit d'arrêter d'innover.
Alors évidemment, c'est une impasse parce que ça reviendrait à perpétuer le modèle actuel qui n'est pas compatible avec les limites planétaires. Et donc la question, en fait, qui m'intéresse, c'est comment générer des richesses autrement avec une empreinte environnementale, matérielle et sociale réduite. Et donc les deux voies que j'explore, c'est comment responsabiliser les acteurs de l'innovation et puis la voie de la sobriété, que je voudrais rapidement vous exposer. Alors, concernant le premier point, je me suis beaucoup appuyé sur le travail du philosophe Hans Jonas, qui a écrit un ouvrage il y a maintenant longtemps, en 79, qui s'appelle Le principe responsabilité, et qui a inspiré notamment le principe de précaution et aussi le concept de développement durable. Mais il y a un point central, en fait, dans l'analyse de Jonas que je reprends, c'est l'idée de responsabilité projective. C'est-à-dire, la thèse que défend Jonas, c'est de dire, avec les technologies modernes, l'humanité a des capacités qui sont démesurées et qui peuvent aller jusqu'à menacer la survie de l'espèce humaine et puis de la planète tout entière. Et il avait en tête notamment le nucléaire. Et il dit, il y a un problème dans la responsabilité traditionnelle, notamment la responsabilité juridique, c'est qu'elle est rétrospective. Et on voit bien ça à travers, par exemple, le principe pollueur-payeur. On attend qu'il y ait des pollutions, on peut rechercher par imputation causale, en fait, les responsables de la pollution. Alors cette logique, elle n'est pas suffisante parce que l'innovation, c'est la fabrication des futurs. Donc s'il faut attendre qu'il y ait des pollutions pour éventuellement corriger le tir, c'est déjà trop tard parce qu'on a investi, on a formé des gens, etc. Il s'est écoulé des décennies. Donc on voit bien qu'il faut aller vers une responsabilité qu'il appelle projective, donc qui est orientée vers le futur, et qui suppose de travailler sur les conséquences, donc une logique des conséquences. Alors, ça, c'est le premier point. Dans ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire dans les pratiques actuelles, à la fois les politiques publiques et les pratiques des entreprises, le problème, c'est que les modèles dominants touchent aussi à leurs limites, que ce soit l'autorégulation, donc par exemple la responsabilité sociale, sociétale des entreprises, où on voit bien aujourd'hui que le bilan n'est pas tout à fait à la hauteur des enjeux, et puis il y a une très faible opposabilité en droit, ça a été discuté par beaucoup d'auteurs, et puis aussi des limites de la régulation par le marché, hein, tout ce qui est les taxes incitatives ou les marchés de permis négociables. Pour les économistes, c'est des solutions qui sont supposées idéales. En pratique, en fait, ça fonctionne pas parce qu'elles sont souvent inapplicables et injustes sur le plan redistributif. Alors, je prends un exemple très simple, hein. On nous dit il faut un prix unique mondial du carbone. Alors, le problème, c'est que si on met en place un prix du carbone, c'est de la fiscalité. Or, il existe des paradis fiscaux, c'est-à-dire des pays qui ne jouent pas le jeu sur le plan de la fiscalité. Pourquoi ces paradis fiscaux deviendraient du jour au lendemain vertueux? On voit bien que, en fait, y compris dans la logique économique, hein, où on suppose que les acteurs sont opportunistes, en fait, le raisonnement ne tient pas. Alors, comment peut-on faire? J'ai pas évidemment de baguette magique. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'identifier des dispositifs de responsabilisation projective. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme dispositif de responsabilisation qui sont orientés vers le futur, qu'on pourrait combiner et qu'il faudrait diffuser à plus large échelle. Donc, j'essaie d'identifier plusieurs types de dispositifs. Donc, on peut, premier point, équiper les acteurs de compétences et de techniques. On peut, par exemple, changer les règles comptables, hein. Il y a des expérimentations, par exemple, autour de la comptabilité multicapitaux, c'est-à-dire de considérer que les activités, les acteurs économiques ont des dettes de par leurs activités, des dettes écologiques et des dettes sociales, donc des dettes à l'égard de la nature et des dettes à l'égard notamment des collaborateurs ou des salariés dans les chaînes de valeur, et qu'il faut l'intégrer dans la comptabilité financière. Donc ça, c'est une proposition qui est intéressante, il y a beaucoup d'expérimentation et je pense que c'est vraiment un enjeu pour le futur. On peut également généraliser les techniques d'évaluation projective. Donc ça peut être l'analyse de cycle de vie qui n'est pas suffisamment utilisée,
Mais ça peut être aussi d'imaginer des futurs désirables, donc des méthodes, par exemple, de design fiction. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'expérimentation et d'usage. Notamment, j'avais travaillé avec Christophe Abrassard, travaille chez vous, qui est un spécialiste de ces questions, qui avait travaillé avec la ville de Montréal autour notamment de scénarios de design fiction autour des questions de circularité. Euh, L'autre proposition, ça peut être de mettre en œuvre les principes de l'innovation dite responsable, hein. Donc, il y a toute une littérature en management sur ce thème. Alors, ça peut passer par plusieurs mécanismes. On peut essayer de considérer au fond que, il y a des communs qui doivent être gérés et faire l'objet d'une gouvernance collective, et donc qu'on a besoin d'avoir une gestion de ces communs et que l'innovation s'inscrive dans ces communs. Donc, on sort de cette vision de l'innovateur, de l'entrepreneur individuel qui saisit des opportunités. Non, dès lors qu'il y a des enjeux sociétaux, on a besoin d'avoir des gestions plus collectives. Et puis, il y a mettre en œuvre les principes d'une gouvernance de l'innovation responsable. Alors, c'est ce que certains auteurs résument par l'acronyme ARIR, qui veut dire anticipation, réflexivité, inclusion, et puis la capacité à répondre aux attentes des parties prenantes. Et donc, c'est d'arriver à associer en fait différents acteurs, d'être plus réflexifs dans les processus d'innovation et d'instrumenter les acteurs en essayant de faire en sorte qu'ils essaient d'intégrer donc les conséquences de leur action. Alors, je vous donne une illustration, hein, parce que ça peut paraître assez abstrait. Mais un des cas, par exemple, qu'on observe avec une doctorante dans les hôpitaux, système hospitalier en France, c'est qu'ils utilisent, par exemple, des modèles d'IA générative pour de l'aide au diagnostic médical, ce qui paraît intéressant. Effectivement, l'IA générative, ça peut être très utile pour aider les médecins à effectuer des diagnostics plus précis. Mais comme vous savez, ces modèles sont victimes d'hallucinations, c'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement sûr de la pertinence du diagnostic. Et donc, ce qu'ils ont mis en place dans beaucoup d'hôpitaux, c'est ce qu'ils appellent des systèmes de garantie humaine, c'est-à-dire qu'on réintègre de l'humain dans l'IA générative, c'est-à-dire qu'on passe en revue en fait un échantillon de diagnostic, et puis des experts essaient de vérifier que le diagnostic proposé par les modèles était effectivement correct. Et si c'est pas le cas, ils reviennent vers les concepteurs de modèles en disant là, il y a des problèmes graves et c'est là quand même la survie et la santé des patients qui est en jeu. Donc, revoyez vos modèles. Donc ça, on voit qu'il y a des possibilités, mais il faut, par exemple, il est évident qu'il faut réintroduire de l'humain dans l'IA générative. Et puis, troisième possibilité, c'est de responsabiliser les acteurs par le droit et l'action publique. Alors, il y a beaucoup de propositions. Il y a des auteurs comme Judith Rochefeld, qui est une juriste, qui propose de protéger les communs mondiaux, c'est-à-dire de donner un statut juridique à des entités naturelles, des fleuves, des rivières, des océans. Ce qui pose un problème d'ailleurs de représentation de ces entités, hein, qui n'est pas trivial du tout. Il y a là aussi des lois intéressantes. Alors, je ne sais pas si vous suivez ça au Canada, par exemple, sur le devoir de vigilance. Il y a une nouvelle directive européenne. C'est-à-dire que les entreprises sont obligées de construire des plans de vigilance sur les grands risques matériels liés à leur activité. Donc, ça les force en fait à se projeter vers l'avenir. Et ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des poursuites en justice pour défaut de vigilance. Donc, ce qui veut dire que c'est opposable en droit. Ce qui est intéressant parce que lorsqu'il y a une opposabilité en droit, les entreprises prennent ça plus au sérieux. Et même mécanisme avec la directive dite CSRD, une directive européenne qui veut dire Corporate Sustainability Reporting Directive. Et l'idée, c'est de faire en sorte que le reporting extra-financier soit mieux articulé en fait aux engagements sociétaux des entreprises, et donc que les entreprises arrêtent le greenwashing. Et donc là, on leur demande des choses beaucoup plus précises sur comment ils vont définir des feuilles de route, comment ils vont mettre en place des plans d'action, etc. Donc là, c'est en train de se mettre en place, hein, et ça va avoir un impact mondial parce que toutes les entreprises qui réalisent un certain chiffre d'affaires en Europe seront soumises à cette directive, donc y compris des entreprises asiatiques ou nord-américaines, y compris canadiennes.
On peut également transformer le droit des sociétés, et là, c'est tous les débats qu'il y a sur les, par exemple, B Corp aux États-Unis ou en France, ce qu'on appelle les sociétés à mission, c'est-à-dire que les entreprises se dotent de missions sociétales avec des comités de mission et des engagements qui sont avec des indicateurs précis qu'on peut suivre qui garantissent qu'en fait l'entreprise ne dérive pas progressivement vers une maximisation de la valeur actionnariale comme seul objectif. On peut autre type de mécanisme hein, qui existe en Europe, mais aussi dans d'autres pays, ce qu'on appelle les filières REP, donc c'est la responsabilité élargie des producteurs. Et donc là aussi, l'idée, c'est de responsabiliser les producteurs sur le devenir de leurs produits et aujourd'hui, il y a une réorientation de ces filières REP en Europe vers les enjeux de prévention, de durabilité, de réparabilité. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce que historiquement, c'était beaucoup centré sur le recyclage et aujourd'hui, on essaie d'aller vers d'autres enjeux de circularité. Et puis, évidemment, on peut jouer sur le levier de la fiscalité. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer qu'il y a des possibilités. C'est pas un dispositif qui va résoudre le problème, mais c'est la combinaison de dispositifs. Et l'enjeu, c'est vraiment d'arriver à responsabiliser tous les acteurs sur les conséquences des innovations qu'ils développent. Alors, le deuxième point, le deuxième volet, c'est la sobriété. Alors, je voudrais brièvement expliquer d'abord de quoi on parle, parce que c'est un terme qui n'est pas très très clair dans la littérature, parce il est relativement récent. Alors, c'est souvent une notion qui est mal comprise parce que c'est associé à la privation, alors qu'en fait, de mon point de vue, si on remonte aux racines antiques, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que la sobriété, ça peut être l'occasion de construire des imaginaires positifs, et c'est pas la privation, c'est un renoncement volontaire, ce qui est très très différent. Alors, si on fait un détour historique, hein, comme pour l'innovation, il y a une étymologie, ça vient de sobrietas, du latin, qui veut dire tempérance et modération. Donc, ça veut dire consommer et produire avec modération. Alors, beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus, des philosophes antiques, hein. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, si vous prenez Aristote ou Sénèque, hein, ils ont parlé de sobriété et ils opposaient ça à l'excès, à l'hubris, notamment à l'excès de puissance. Alors aujourd'hui, ça a un sens différent, c'est-à-dire depuis les années 70, la sobriété, c'est plutôt associé à la critique du consumérisme et de la société d'abondance, hein. Je vous renvoie aux travaux de Baudrillard et d'Illich, par exemple. Et donc aujourd'hui, on voit ressurgir cette question de la sobriété depuis la guerre en Ukraine, la crise de la Covid et toutes les ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. On se rend compte qu'en fait, ce modèle aujourd'hui d'une économie mondialisée en croissance matérielle, en fait, n'est pas robuste, n'est pas résilient et qu'il faut probablement explorer de façon sérieuse cette question de la sobriété. Donc la sobriété, c'est compliqué parce que ça interroge le rapport au temps, au sens, à la possession des objets. Évidemment, c'est très difficile de changer ses habitudes, ses routines, parce que ça a des conséquences sociales, ça a des conséquences culturelles. Ça s'oppose à quoi? Ça s'oppose au gaspillage, à la surconsommation, à la surproduction. Et donc, comme je le disais, hein, ça suppose une forme de renoncement volontaire. Mais ce renoncement volontaire, il peut être émancipateur. Donc c'est pour ça qu'il peut engendrer des imaginaires positifs ou être associé à des imaginaires positifs parce que dès lors qu'on a fait un travail sur soi en tant qu'organisation, qu'individu ou qu'État et qu'on a identifié un certain nombre de pistes, on peut voilà, explorer d'autres voies d'action. Donc, d'une certaine manière, c'est comme ça que je résumerai, la sobriété renvoie implicitement ou explicitement à une norme de consommation et de production suffisante, au-delà de laquelle on est dans le sur, hein, dans la surabondance. Et donc, ça implique une forme de décroissance de la production matérielle, mais pas nécessairement économique. C'est pour ça que je fais la différence. Pour moi, la décroissance matérielle est un impératif si on veut éviter le mur qui s'annonce de la crise écologique. Euh, on peut générer des richesses autrement, avec une empreinte différente. Et c'est cette voie qui, de mon point de vue, il s'agit d'explorer.
Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors là, je voudrais vous donner juste quelques pistes, hein. C'est un travail qu'on est en train de mener. Donc, dans le livre, il y a quelques éléments. Je mène des travaux avec des doctorants. C'est d'abord, on peut raisonner à différentes échelles. La sobriété, on peut raisonner à l'échelle d'un produit, par exemple. Ça va être la question de la sobriété fonctionnelle. Donc, c'est partir d'usages réels et de concevoir au plus juste, donc d'éviter la surfonctionnalité. On peut essayer de raisonner à l'échelle d'organisation ou d'entreprise, en essayant de pivoter vers des modèles d'affaires plus sobres, à des échelles plus collectives, de territoire, par exemple, et puis à des échelles nationales, voire internationales. Alors, ça implique de travailler aussi sur l'éducation, les politiques publiques. Voilà. Et puis, le point qui est important, c'est que donc, c'est pas simplement une démarche individuelle, hein, c'est collectif. Donc, on a besoin de changer des normes et d'inventer de nouvelles formes d'action publique. L'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que c'est pas seulement, ça concerne pas uniquement la consommation, mais il faut travailler sur la consommation et les offres, donc le volet production. Euh, et donc pour ça, il y a toute une série aujourd'hui d'obstacles qu'on a identifiés. Alors parmi ces obstacles, il y a le problème des savoirs, c'est-à-dire que lorsqu'on veut aller vers la sobriété, par exemple, développer le low-tech, allonger la durée de vie des produits, intensifier les usages, il faut développer des nouvelles compétences, par exemple de maintenance, de réparation, qui ont été complètement dévalorisées par l'obsession du high-tech. C'est-à-dire qu'on est dans une société technologique où les métiers manuels ont été dévalorisés, donc on n'arrive plus à recruter. Donc là, il y a vraiment un changement de paradigme à réaliser qui va prendre beaucoup de temps. Donc il faut réorienter les politiques éducatives et les techniques de gestion. Et puis, ça suppose donc d'explorer aussi de nouveaux modèles d'affaires. Alors, je n'ai pas le temps de faire un grand développement, mais ça, c'est quelques exemples hein, d'entreprises hein, qui développent des stratégies qu'on pourrait qualifier de plus ou moins sobres. Alors ça, c'est une petite entreprise qui fabrique des jeans en France, s'appelle 1083. Alors 1083, c'est la distance maximale entre les sites de production et les points de vente. C'est-à-dire, ils veulent, en gros, c'est le territoire français. Et ils disent, en fait, ça n'a pas de sens d'exporter nos produits puisqu'on veut réduire notre empreinte environnementale. Ils ont essayé de relocaliser. Ils ont essayé de réduire les impacts et puis surtout d'éduquer les clients. Parce que par exemple, ils ont identifié les sources des empreintes environnementales de la production des jeans. Et l'une des sources principales, c'est tout le travail, vous savez, de prélavage des jeans pour leur donner une teinture et pour éviter qu'ils rétrécissent. Et en fait, ça consomme des quantités d'eau invraisemblables. Et donc, ce qu'explique 1083 aux consommateurs, c'est leur dire, les jeans que vous allez acheter chez nous vont rétrécir. C'est normal, puisqu'en fait, on ne les a pas prélavés, donc prenez une taille plus grande, etc. Donc, vous voyez, donc, il y a tout un travail d'éducation pour aller vers la sobriété. L'autre exemple ici, c'est Dartimax, c'est un distributeur de produits électriques et électroniques qui fait un virage aujourd'hui vers la réparation, proposant des abonnements de réparation donc pour allonger la durée de vie. Et leur objectif, c'est de vendre moins de produits et de remplacer un chiffre d'affaires issu de la vente de produits par un chiffre d'affaires issu de la vente de services qui ont moins d'empreinte environnementale a priori. Et puis, dernier exemple, c'est le groupe SEB, qui est un groupe français qui est mondial, hein, qui est le leader mondial de petits électroménagers, qui est implanté mondialement, mais qui est un groupe avec une gouvernance familiale et qui a pris beaucoup d'engagements en matière de réparabilité et de durabilité des produits parce que leur enjeu, c'est de lutter contre les produits low-tech, enfin low-cost, pardon. Donc d'éviter la compétition par les coûts, donc en proposant au contraire des produits qui ont une longue durée de vie, qui sont réparables avec des engagements. Donc voilà, moi ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer d'explorer du point de vue de la consommation et de la production ces différentes voies dans différents domaines, hein. Là, j'ai pris des exemples dans la production manufacturière, industrielle, mais on pourrait en prendre dans le domaine de l'agroécologie ou de l'urbanisme, hein. Il y a beaucoup de secteurs voilà, qui testent aujourd'hui des choses tout à fait nouvelles. Il y a le levier de l'éco-conception, parce qu'on ne peut pas avoir des produits qui durent très longtemps et qui ont des impacts réduits si on ne les a pas conçus en amont en vue de la réparabilité, de la durabilité.
Et c'est pas qu'il faut interdire le high-tech, mais il faut faire preuve de discernement technologique avec un usage parcimonieux des high-tech. Par exemple, les objets connectés, c'est très utile pour faire de la maintenance préventive, mais c'est pas toujours utile. Il y a beaucoup d'usages superflus. Et puis, ça veut dire aussi explorer le potentiel de low-tech et de conception plus robuste. Et donc, toute cette problématique, à la fin, c'est d'avoir, au fond, des modèles d'affaires qui sont moins intensifs en ressources, hein, ce qu'on a appelé avec mes collègues la circularité forte. Alors ça, c'est mon dernier slide, et puis je m'arrête. C'est la question des cadres cognitifs. C'est-à-dire, au fond, ce qui est en arrière-plan et qui aujourd'hui est vraiment l'obstacle majeur de mon point de vue, c'est il faut changer nos modes de pensée, de voir et d'agir. Donc, ce que j'appelle cadre cognitif. Alors, les cadres cognitifs, c'est à la fois donc les aspects culturels que j'ai évoqués, mais c'est aussi des aspects très tangibles. Ce sont des indicateurs, par exemple, de performance. Donc ça veut dire repenser notre rapport aux vivants, aux choses et aux autres. Donc c'est sortir de cette espèce de mystique de la croissance matérielle, de l'obsession de la monétarisation qui est problématique. Et puis c'est compléter les indicateurs d'efficacité dont je parlais tout à l'heure. C'est pas qu'ils sont inutiles, mais ils sont insuffisants. Et on voit bien qu'il faut les compléter par des indicateurs en valeur absolue. C'est-à-dire qu'ils sont compatibles avec les limites planétaires. Et donc, c'est quoi des indicateurs? Ça, c'est par exemple des budgets. Alors, ça peut être un budget carbone, un budget ressources, qui pourrait être géré à l'échelle d'entreprises, de territoires ou de pays. Hein, pourquoi pas fixer, au fond, des plafonds, comme le proposent Kate Raworth et d'autres, qui seraient des guides pour l'action. Voilà. Et puis dernier point, évidemment, la sobriété, ces logiques d'innovation sociale et sobre sont assez peu compatibles avec la maximisation de la performance financière à court terme. Et donc, il y a à renoncer à ces indicateurs financiers. Et donc ça, c'est vraiment un chantier de extrêmement long terme qui suppose d'ailleurs d'impliquer les acteurs de la finance dans ces démarches. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Franck. C'était vraiment fort intéressant. Et puis, c'était très éclairant. Merci beaucoup pour la synthèse de toutes autour de ces concepts qui sont centraux, de ce regard historique, et puis en même temps de cette préoccupation pour la mise en œuvre, et puis avec des exemples pratiques. Maintenant, j'aimerais inviter certains et certaines, si vous avez des questions, allez-y, Tu sentez-vous à m'entends? l'aise. Ouais. Daniel, Oui, bon. Bonjour Franck, j'espère que tu vas Bonjour bien. Daniel. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Évidemment, tous les constats que tu fais sont, on se les fait tous les jours ou à peu près, nous qui travaillons en économie circulaire. Maintenant, pour le passage à l'action, bon, tu n'es pas sans savoir qu'on a eu des élections chez nos voisins. Il y a un courant libertarien très, très fort, pas juste au niveau américain, mais c'est un courant qui se dessine un peu partout dans les pays occidentaux, entre autres. Comment on peut faire pour justement passer à l'action? Parce que là, on a des vents de face très, très forts avec ce courant libertarien. Au plus fort la poche, on encourage la surconsommation. Et puis, ce qui est valorisé, c'est le pouvoir matériel, toujours et toujours. Comment on peut faire pour... en Europe, vous avez quand même un gouvernement européen, en fait, qui a un certain pouvoir, en fait, qui permet de légiférer, bon, qui a permis, entre autres, justement, votre plan d'action sur l'économie circulaire, qui promouvoit le passeport numérique de produits, qui va être probablement un levier fort intéressant pour réduire peut-être l'empreinte matérielle des produits et encourager une plus grande circularité. On n'a pas ça en Amérique du Nord. On n'a pas de gouvernement nord-américain. Euh, Bon, alors, est-ce que tu as des idées là-dessus? Comment on peut, est-ce que cette demande, est-ce qu'on doit sensibiliser les consommateurs justement pour que la demande vienne des consommateurs eux-mêmes plutôt que d'influencer les gouvernements directement ou par où on commence en fait, tu vois? Oui, non, mais ça, c'est une question de fond. Effectivement, je me suis posé la même question au vu des résultats des élections chez vos voisins. On a ces mouvements également en Europe, hein, qui sont des mouvements
où effectivement, ce qui est très inquiétant, c'est par exemple le fait que le climato-scepticisme progresse dans l'opinion, qu'il y a beaucoup de personnes qui ne croient ni à la science, ni aux experts, ni aux... Bon, malgré tout, je pense que notre fonction, notre mission en tant qu'enseignant-chercheur, c'est pas simplement de faire des recherches académiques dans des revues pointues, mais c'est aussi de faire un travail de sensibilisation, d'éducation, et moi, j'observe en fait, ça a été plutôt une surprise et c'est donc quand ce livre a été publié, en fait, j'ai eu beaucoup d'invitations de la part d'entreprises, alors également d'ONG, etc., mais d'entreprises, y compris de grandes entreprises. Et je pense que et qui sont pas du tout dans la sobriété pour l'instant, mais qui s'y intéressent malgré tout parce que, en fait, à mon avis, ce qui peut faire changer les choses, c'est lorsque on est face au mur, c'est-à-dire lorsqu'il y a des catastrophes, lorsqu'il y a des crises d'approvisionnement, etc. C'est pour ça que, par exemple, lorsque je parlais de design fiction, donc de faire ces exercices un peu souvent, lorsqu'on met des acteurs économiques en situation en leur disant, bon, imaginons qu'il y ait une crise d'approvisionnement sur un composant ou un métal qui est absolument critique pour votre activité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et donc, on les fait travailler euh, et ils prennent conscience, effectivement, d'une part, lorsqu'on les interroge après avoir fait l'exercice, que c'est totalement crédible, qu'ils ont effectivement des tas d'études qui leur montrent que les risques de rupture dans les chaînes mondiales d'approvisionnement sont de plus en plus plausibles. Et donc, on peut pas être dans une course à la croissance effrénée. En fait, c'est pas possible. Donc, je pense que c'est quand on sera au pied du mur que les crises vont se multiplier, que les acteurs vont se dire, en fait, c'est pas de la bonne gestion de continuer à faire comme on a toujours fait. Donc je pense c'est le principe de réalité qui va nous ramener les pieds sur terre. Alors c'est Ouais. pas très enthousiasmant comme Espérant qu'il ne soit constat, pas mais trop tard, en fait, parce que tu peux, tu sais, il y a le concept d'irréversibilité, en fait, dont tu traitais dans ton exposé, en fait, en fait, qui est un peu comment je dirais ça, une menace au-dessus de nos têtes. À partir du moment où on est acculé au pied du mur, il va peut-être être trop tard pour prendre des actions qui vont corriger le tir. Donc, oui, voilà. c'est le problème. C'est le risque, c'est qu'effectivement on investit massivement. Enfin, exemple d'irréversibilité qu'on a. Alors l'Europe ne fait pas que des bonnes choses. Alors exemple d'action, enfin ou de stratégie qui ne fonctionne pas de mon point de vue, c'est la voiture électrique. Ils ont massivement investi dans des gigafactories fondées sur l'utilisation avec des technologies, on va dire high-tech, qui utilisent des métaux rares, donc notamment des batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt. Et on sait que le cobalt, par exemple, est un métal particulièrement critique d'un point de vue écologique et social. Euh, alors pourquoi ils ont fait ce choix? Parce que, a priori, c'est plus dense énergétiquement, donc ça prend moins de place, et puis ça a une meilleure autonomie. Sauf que c'est plus coûteux à concevoir, et puis du coup, on est extrêmement dépendant de toute une série de fournisseurs. Alors que de façon intéressante, les Chinois, ils ont fait un choix assez différent. Ils ont fait le choix de batteries, entre guillemets, plus low cost, avec des métaux plus courants, qui ont certes une moins grande autonomie et qui prennent plus de place, mais qui, en revanche, sont moins coûteuses à fabriquer et puis qui sont probablement plus robustes du point de vue de la conception. Donc on voit et le problème, c'est que ça va être compliqué de faire un retour en arrière parce qu'on a investi des milliards et des milliards. Donc effectivement, il faut arriver à sensibiliser les acteurs sur les impacts à long terme. Et c'est quand même assez étonnant qu'en fait, que dans des choix industriels, on n'ait pas pris la mesure des conséquences à long terme qui sont liées à des effets d'échelle, hein, qu'on aurait pu, à mon avis, assez facilement anticiper. Il y a Martine Vizina qui veut poser une question, mais je voulais juste dire, le problème fondamental que nos sociétés vivent, c'est que nos décideurs n'ont aucune vision systémique. Et c'est par là peut-être qu'il faut faire
il faut les éduquer sur cette vision systémique parce que c'est là qu'on prend des mauvaises Absolument. décisions. Je pense qu'il y a un travail à faire de ce côté-là énorme de sensibilisation. Absolument. Alors ça, c'est tout à fait juste. Alors la vision systémique, il y a eu une période dans les années 60-70 où la systémique était très, très en vogue, mais on l'a beaucoup perdu. Alors c'est en train de revenir avec notamment l'agroécologie, tout un certain nombre de nouvelles pratiques et disciplines qui se développent. Mais effectivement, on a été on on- on n'a pas de vision systémique. L'économie néoclassique, elle est dans une approche mécaniste, pas du tout systémique. On n'intègre pas du tout les effets rebonds. Certes, ils parlent d'externalités, mais enfin, ils ne savent pas comment en fait les intégrer dans leur raisonnement. Donc, je suis complètement d'accord. À mon avis, c'est vraiment ça l'enjeu. C'est pour ça que voulais terminer ma conclusion en disant un des enjeux, ce que je martèle partout maintenant dans mes exposés, c'est il faut avoir des indicateurs en valeur absolue. Parce que ce qui est important, c'est pas d'améliorer l'efficacité unitaire de chaque technologie, c'est de réduire l'empreinte à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un pays, à l'échelle internationale. Donc, il faut avoir des indicateurs en valeur absolue. C'est ça qu'il faut regarder. Si, le Franck. Merci, Franck. Martine? Oui, ben, m'entendez-vous? Oui, Oui. Parfait. Bonjour. Donc, Martine Vézina, je suis professeure à HEC Montréal. Donc, je suis une professeure de gestion. Je veux juste le spécifier. Je ne suis pas professeure de sociologie, mais mon intervention, donc, je trouvais que c'était important de le dire. Merci d'abord. Moi, c'est la première fois que j'entends parler d'innovation. Je travaille plutôt sur l'innovation sociale, donc déjà, mais dans une école de gestion et pas en entrepreneuriat social. Donc, l'innovation sociale dans une perspective de changement social. Donc, pas sur les produits, mais vraiment beaucoup plus sur les processus, mettre la société civile dans le coup, la démocratie, les communs, toutes ces choses-là. Même si je suis dans une école de gestion. Donc, euh, c'est la première fois que j'entends parler, il me semble, d'innovation dans un cadre peut-être de gestion, de management, etc., qui se rapproche. Ce que vous avez dit, ça se rapproche tellement de l'innovation sociale qui est quelque chose bon, qui est un peu marginal. Et donc, j'aimerais peut-être euh, faire certains liens avec les questions d'innovation sociale. D'ailleurs, c'est peut-être pas comme ça qu'on va changer le monde à court terme, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même des pistes quand on est dans une perspective d'innovation sociale que vous avez alignée avec les autres innovations vertes. Ça. Pour moi, oui, on oui, parle à un autre niveau complètement. On oui, oui, parle pas, complètement. Je suis d'accord avec vous. c'est pas technologique, Non, non, pas du tout, c'est pas pas du du tout. tout. Oui, Mais bon, je sais qu'on le fait comme ça, mais on n'est pas du tout dans le même type de discours, de discipline, de, de, de modèle, d'approche, de principe, etc. Et moi, quand on aborde les questions, même l'économie circulaire par l'innovation sociale, en général, on ne commence pas par le producteur. En technologie, on commence par le producteur, bon, un peu le consommateur. En innovation sociale, on commence par le citoyen. On mm, commence par les mouvements sociaux. On commence mm, par ceux qui sont porteurs de l'innovation, de changement social, dans laquelle il peut y avoir un peu du technologique. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dit, les communs, coproduire, élargir au système global. Le système global, c'est pas juste une chaîne de valeur matérielle, c'est les territoires aussi. C'est des acteurs qui ont différents apports dans cette chaîne de valeurs territoriales-là, des apports de changement culturel, des apports d'éducation, de sensibilisation, de production, bien entendu, d'intermédiation, de mise en lien, de proposer des formes d'innovation technologique plus hard, des formes d'innovation technologique plus soft, mais qui ont cette perspective-là beaucoup plus que de chaîne de valeur, mais vraiment de, de chaîne territoriale, de communauté. Et donc, quand on part du citoyen, des mouvements sociaux, des territoires, des communautés, on atterrit sur beaucoup de choses que vous aviez dites. Mais j'ai l'impression que quand on absolument. part du producteur, on finit toujours par atterrir sur le produit, sur le besoin de volume, sur les hautes technologies, sur le fait qu'il faut réglementer. Rien contre la régulation, au contraire, mais c'est peut-être pas toujours le bon angle pour voir autrement
On parle d'impact social, d'impact systémique, pas d'impact à court terme. On parle de finalité beaucoup plus large que la maximisation. On parle de profitabilité, c'est nécessaire, mais pas d'objectif ou de finalité, de profitabilité. C'est toutes des choses. Puis on commence à faire ces deux univers qui ont évolué totalement aux antipodes ou peut-être même en tension, l'innovation technologique, l'innovation sociale. Mais moi, je pense qu'il y a, et on est plusieurs à le penser, aux crises de centres de recherche sur les innovations sociales au Québec, en fait, où on est vraiment dans du très multidisciplinaire je pense qu'il faut penser davantage à comment rapprocher les principes de l'innovation sociale avec les questions d'innovation technologique responsable et la façon dont vous l'avez présenté. L'innovation sociale ne répond pas à tous les problèmes, mais en tout cas, il y a une posture là qui me semble répondre ou aller dans le sens de beaucoup de choses que vous avez dites. Pas toutes, mais beaucoup de choses. Alors, je partage complètement votre. L'acceptation, le rôle de l'importance de la régulation, du rôle de l'État, mais l'importance de co-construire avec l'État ces régulations-là, d'être dans le processus, d'être dans la coproduction, du co-développement, d'être dans de l'innovation essai-erreur aussi. Euh, Non, mais et je non, partage complètement votre point de vue, hein. Je pense que l'innovation sociale, c'est vraiment une source d'inspiration. Je le présente, j'évoque hein, l'innovation sociale en indiquant effectivement que contrairement à l'innovation mainstream, on s'intéresse d'abord à la finalité sociale, sociétale, qui est première. C'est ça qui me paraît intéressant. Donc effectivement, moi j'élargis en disant les finalités sociétales au sens large, hein, oui, oui, tout à fait. sociales ou écologiques, doivent être premières. Donc là, vous avez tout à fait raison. Et puis la dimension, comme vous le disiez, collaborative, de co-construction. Vous disiez des mouvements sociaux. J'aime bien la formule parce que en fait, ce qu'on observe, alors effectivement, c'est des mouvements citoyens, mais c'est aussi quand je parlais de 1083 ou de certains acteurs, certaines entreprises, en fait, ils sont engagés dans des mouvements sociaux et ils contribuent à les faire émerger, par exemple autour de la mode responsable ou d'autres choses, qui prend le contre-pied de la fast fashion. Donc on voit aussi des acteurs économiques qui ont pas qui en fait sont complètement effectivement dans des logiques de gestion en commun, de travail, de co-construction. Et je pense qu'effectivement c'est une source. Vous avez raison pour moi. La question c'est d'arriver à relier. Je partage votre constat, les démarches nées de l'innovation sociale avec d'autres types d'innovation parce que, en fait, mon point de vue, c'est un petit peu c'est la condition pour arriver à construire une société qui est authentiquement soutenable, hein, ce que ne produit pas les innovations classiques aujourd'hui. Alors, j'ai vu que dans le chat, il y avait un commentaire à propos de Timothée Paric, alors effectivement, qui est un jeune collègue qui a écrit un livre sur la décroissance et que j'ai croisé à l'occasion de tables rondes. Alors, je voudrais indiquer qu'en fait, c'est un économiste, donc lui, il milite pour la décroissance économique. Euh, on a participé avec Dominique Méda, qui est une sociologue, à une table ronde et on partageait le même point de vue, c'est-à-dire que moi, je suis pas très à l'aise. On n'a pas la même échelle d'analyse. C'est-à-dire que Timothée Parek, c'est un économiste, il raisonne à un niveau macroéconomique. Et donc, il voit les choses de haut. Moi, je suis chercheur en gestion, donc je vais essayer de regarder aussi Mais je vois plutôt les choses du bas. Et ça donne une perspective totalement différente parce que moi, je regarde les expérimentations, les difficultés concrètes de passage à l'échelle, euh, quels sont les rouages qu'on doit changer. Et ça, c'est pas tellement son point de vue. Et de mon point de vue, donc je le répète, hein, je fais une distinction assez nette entre la décroissance matérielle, qui pour moi est un impératif, mais qui n'implique pas nécessairement la décroissance économique. Parce que malgré tout, il faut bien que les gens aient un travail, qu'ils aient des revenus, qu'ils puissent vivre dignement. Donc la décroissance économique, je suis pas sûr que ce soit un objectif en soi. Alors évidemment, la croissance économique débridée n'a aucun sens, hein. Donc à long terme, il faut tendre vers un régime stationnaire. Mais l'idée, ce serait plutôt, dans un monde idéal, hein, de réduire l'empreinte matérielle, donc d'avoir une décroissance matérielle et d'essayer de viser
une économie stationnaire ou très légèrement croissante, mais qui est fondée sur d'autres modèles, sur une, comme je disais, une intensification des usages, sur l'allongement de la durée de vie, sur le partage des produits, hein, ce qui est des formes d'innovation sociale, etc. Donc, je ne partage pas complètement l'analyse de Timothée Paris, qui est dans un discours de critique radicale. Bon, ça a beaucoup de succès parce que moi, en tant que chercheur en gestion, j'ai aussi une mission qui est d'essayer d'explorer des pistes possibles, hein. Je suis un peu comme vous. C'est pas simplement d'avoir une critique en disant tout est pourri et il faut changer radicalement de système. Je pense qu'un des enjeux, c'est comment on arrive à accompagner les acteurs, qui prennent conscience aujourd'hui des impasses dans lesquelles ils sont. Moi, si personne n'a de questions, j'aurais une question, parce que tu mentionnes beaucoup l'innovation comme, et un petit peu, tu retraces les définitions de l'innovation et cette culture de l'innovation, mais en fait, il y a probablement plusieurs dimensions de l'innovation. Et puis l'innovation, et puis ici au Québec, on a une tradition de co-construction des connaissances, co-construction des savoirs. Et puis là, je pense au laboratoire au laboratoire d'innovation à l'ELEC, au CERIEC, je pense aux crises, au Centre de recherche et innovation sociale, à d'autres démarches ou à la feuille de route en économie circulaire du Québec, une feuille de route participative qui est le résultat de mélange de différents types de connaissances, donc des connaissances très élaborées, des connaissances scientifiques, des connaissances plus implicites, des aspirations de la population aussi. Donc, on appelle ça peut-être innovation, peut-être que c'est pas le terme approprié, mais euh, et c'est là où l'innovation sociale aussi, elle est par son processus, elle peut être vue comme un processus fondamentalement différent de l'innovation telle que promue. Je pense que quand Emmanuel Macron, dans son 2017, à l'ouverture de ton ouvrage, parle de l'innovation, je pense pas qu'il parle d'innovation sociale. Je Non, pense pas qu'il parle de co-construction des connaissances, là. Donc, il y a pas du tout. peut-être que il y a d'autres voies d'innovation qu'il faudrait envisager et repenser justement pour repenser ce collectif, repenser et puis pour nous aider à aller vers cette sobriété et dépasser l'écueil actuel dans lequel on est. Je sais pas, j'ai très mal formulé ma question, je suis désolé. Non, mais je partage complètement ton point de vue. C'est-à-dire, je pense que ce que j'ai essayé de montrer, c'était la doxa dominante, quoi, le discours dominant, la doxa de l'innovation, que reflète bien, je trouve, le discours d'Emmanuel Macron, qui aurait pu être en fait prononcé par à peu près n'importe quel dirigeant d'un pays avancé dans le monde. Ils disent à peu près tous la même chose. C'est-à-dire il faut plus d'innovation parce que l'innovation permet plus de croissance et la croissance, c'est bien parce que c'est plus de prospérité pour les individus. Et puis, bon, certes, il y a une crise écologique, mais on résoudra ça avec la croissance verte et l'innovation high-tech. Bon, je résume à grands traits, mais c'est à peu près le discours dominant. Bon, en fait, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas pour les raisons que j'ai évoquées. Et il faut effectivement imaginer d'autres voies d'innovation collective parce qu'on n'est pas dans un monde de ressources infinies, parce que, en fait, on voit pas les effets d'échelle et systémiques, c'est-à-dire que des innovations à petite échelle, vous voyez, euh, je sais pas moi, si on répand un litre de glyphosate, bon, c'est pas catastrophique. Des dizaines de millions de tonnes de glyphosate, ça détruit complètement les écosystèmes. Donc, on voit bien que l'échelle est vraiment quelque chose d'absolument central et c'est un impensé des politiques internationales. Et ça, c'est très, très problématique parce qu'on pense tout de suite à un ensemble un bouquet de solutions technologiques et on ne pense pas aux conséquences. Et donc, je pense qu'il y a toute une science des conséquences qui est à instruire et c'est un peu notre fonction. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur effectivement des modes de coopération, mais aussi d'arriver à mesurer toutes les conséquences. Or, là-dessus, il y a je dirais, il y a euh,
un écart qui est colossal entre les moyens qui sont mis sur le développement de technologies et les moyens qui sont mis sur le développement de contre-expertise. C'est-à-dire, je pense qu'on a besoin dans tous les domaines de contre-expertise. C'est-à-dire, chaque fois qu'on explore une nouvelle voie, il faudrait simultanément explorer les conséquences éventuellement négatives de cette voie, c'est-à-dire développer des contre-expertises. Ça doit être un réflexe. Alors, si je prends le domaine de l'agriculture, par exemple, l'agroécologie, c'est 2% des financements européens. Donc 98% des financements, c'est pour l'agriculture conventionnelle, donc ça sert à financer la sélection génétique, l'agriculture chimique, etc., qui, comme on le sait, contribue à la destruction du vivant, à l'appauvrissement des sols, à la réduction de la biodiversité, etc. Bon, alors tant qu'on n'a pas rééquilibré un peu ces financements, ça ne peut pas fonctionner parce que il n'y a pas suffisamment d'argent pour l'exploration, pour tester d'autres modèles à une échelle suffisante. Mhm. On voit bien, on travaille avec tous sur les questions de circularité. Les indicateurs macroéconomiques montrent que le taux de circularité au niveau mondial baisse. C'est-à-dire que certes, il y a plein d'expérimentations, mais il n'y a pas beaucoup de passage à l'échelle, quoi. Donc l'économie linéaire continue à progresser plus vite que l'économie circulaire. Donc, je pense qu'il faut marteler en permanence ce message pour montrer qu'en fait, on est dans une impasse complète. C'est-à-dire, là, on va dans le mur. Et donc, il faut effectivement imaginer des solutions, mais il faut montrer. C'est pour ça qu'il faut fabriquer aussi. On ne peut pas se contenter de discours anxiogènes en disant la seule solution, c'est la décroissance. Il faut montrer qu'il y a des. C'est ce que vous faites au CERIEC, notamment au Québec, à travers les labs là, que vous développez. Je trouve que c'est vraiment passionnant. On a eu un exposé il n'y a pas longtemps d'Alice Rabis qui nous expliquait ce qui se faisait dans la construction. Je pense qu'on a besoin d'expérimenter, de montrer que ça peut marcher, que ça produit des effets positifs, que ça peut être des solutions qui ont du sens et qui en plus sont plus robustes, sont plus résilientes. Et ça, c'est un discours que les entreprises, par exemple, sont capables d'entendre parce qu'ils sont quand même assez traumatisés par les crises géostratégiques du moment, hein. Et toi aussi, Franck, de mon collègue Riyad. Bonjour, merci beaucoup déjà pour votre présentation. J'avais juste une question justement pour rebondir un peu sur la question du discours. Justement, enfin, en continuité, c'est peut-être comment on peut simplifier en fait la complexité actuelle et la complexité de ce que vous appeliez tout à l'heure la valeur absolue. C'est-à-dire que je pense que c'est une des plus grandes barrières quand on essaye d'intégrer des concepts comme par exemple la responsabilité projective tous ces composants qu'on doit intégrer au niveau des produits, des services ou même des politiques, euh, c'est d'expliquer cette complexité à des personnes qui ne sont pas forcément euh, en connaissance de ces choses-là. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, je pense, est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'avoir un travail sur la simplification du discours, la simplification de la complexité, même si ça paraît contraire en fait à la réflexion, quoi. Merci. Non, c'est une bonne question parce que je connais bien l'ACV et puis je vois bien les limites aussi de cette méthode parce que en fait les ACVistes se sont un peu enfermés dans une espèce de pensée hyper complexe et du coup qui n'est pas actionnable parce que les acteurs de terrain disent c'est multicritère, c'est très conventionnel, c'est une boîte noire, on n'y comprend rien. Donc effectivement, il y a des enjeux de simplification. Euh, Sans tomber, alors il y a beaucoup d'expérimentation là-dessus, mais effectivement, il faut arriver à penser système, mais en ayant des choses qui soient plus actionnables. Alors, j'ai fait partie, par exemple, d'un conseil scientifique sur l'affichage environnemental dans l'agroalimentaire. Donc, c'est dans le cadre de la loi GEC en France, où on veut mettre une note entre A et E à l'impact environnemental des produits qui sont vendus aux consommateurs. Donc, évidemment, derrière, toute la question, c'est comment on fabrique le ABCDE. Donc, on s'appuie sur à la fois des données de la CV, mais il y avait les acteurs de l'agriculture biologique qui disaient oui, sauf que la CV ne prend pas en compte les impacts sur la biodiversité. Donc, il y a tout un travail d'arbitrage
pour essayer d'arriver à une note qui soit relativement simple, mais qui permette de sensibiliser les consommateurs en disant, attention, là, le produit que vous êtes en train d'acheter, par exemple, a un effet catastrophique sur la planète, il vaut mieux acheter plutôt tel produit. Bon, donc forcément, c'est conventionnel, mais effectivement, vous avez raison, il y a ce type de simplification qui est nécessaire. Et puis, il faut former quand même un peu tout le monde à ces principes, à ces logiques. Moi, je note quand même que lorsqu'on forme les étudiants à l'idée du cycle de vie, ils voient les problèmes différemment. Ils ont tout de suite en tête les transferts de pollution, chose qu'ils n'avaient pas en tête il y a quelques années, où voilà, ils raisonnaient monocritères ou monophase, etc. Si on les forme c'est comme, on n'a pas besoin de rentrer dans toute la complexité, mais il faut comprendre cette idée de transfert de pollution, c'est absolument essentiel. De même que d'expliquer aussi, à partir de cas concrets, par exemple, les impacts sociaux dans les chaînes globales de valeur, quoi. C'est-à-dire que on traite bien les salariés, les donneurs d'ordre traitent bien leurs propres salariés, mais traitent très mal les salariés dans les chaînes de valeur. Donc il y a tout un travail de mise en visibilité qui doit être fait par les ONG, les chercheurs, pour arriver à pousser les acteurs à changer leurs pratiques. Maxime, veux-tu poser ta question pour finir? Durable, j'ai suivi les cours de décroissance, j'ai suivi les cours avec Christophe Abrassard, notamment sur le concept knowledge, les cours d'analyse de cycle de vie à Polytechnique. Je fais partie des séminaires de doctorants de KR là en France avec Alexandre Rambaud sur la comptabilité multicapitaux. Donc, je connais un certain nombre de dispositifs que vous mentionnez, connais un peu, disons. Je travaille actuellement dans des cabinets de conseil. Mon sujet de projet d'intégration, c'est de voir comment les consultants se saisissent d'outils de gestion, disons, de la soutenabilité qui sont incorporés dans un certain nombre des dispositifs dont vous avez parlé. Donc, ma question, moi, ça serait plutôt au niveau des vecteurs, des acteurs. En fait, je me demande quel vecteur potentiel de transmission des connaissances et des pratiques autour des dispositifs que vous avez ciblés, de sorte que j'ai l'impression qu'on parle d'innovation généralement au sein des niches. Puis il y a un modèle de Giles et Scott 2007 qui parle des niches, qui dit ensuite c'est les innovations, les niches montent dans le régime et puis au bout d'un certain temps elles sont adoptées dans le paysage pour faire système justement. Et donc par rapport à la réponse que vous avez proposée juste avant là où vous avez parlé des ONG, des chercheurs, quelle place finalement à ces acteurs-là ou à d'autres acteurs dans la transmission et c'est ça, des dispositifs et le partage de connaissances autour de ces dispositifs et des outils qui leur sont associés au sein de la société finalement. Merci. Merci pour la question. Je pense qu'effectivement, on a parce que je connais bien les modèles, le RIS et Scott, etc., qui sont plutôt des modèles d'analyse, en fait, hein, qui essaient de décrire rétrospectivement des trajectoires d'innovation, comment des niches deviennent, progressivement, dessinent euh, une sorte de théorie évolutionniste, hein, dessinent de nouvelles trajectoires. Euh, je pense que l'enjeu là, c'est aussi d'être plus dans la pratique, hein, c'est d'essayer de trouver des mécanismes concrets pour réorienter l'innovation. Donc notre fonction, c'est aussi de travailler, d'accompagner des acteurs qui sont motivés pour réaliser cette transformation. Alors ça peut être des entreprises engagées, ça peut être des ONG, ça peut être des associations, ça peut être des territoires, des collectivités. Ce que vous faites au Canada, là, dans les labs, moi, je trouve ça passionnant parce que c'est du travail collaboratif avec des acteurs engagés qui sont pas militants. Ils ont ils voient bien qu'il y a une impasse et que la réponse peut pas être individuelle. Et donc, il faut inventer des solutions collectivement. Donc, je pense que nous, notre fonction, c'est de participer à l'invention de solutions collectives. Alors, je vous indique juste pour vous montrer que ça a quand même un petit impact dans nos communautés. C'est que j'ai participé il y a l'AIMS, vous devez connaître, c'est l'Association internationale de management stratégique. Et donc, ils ont organisé une conférence, là, il y a
il y a 15 jours, 3 semaines, sur le réorienter l'innovation. Et donc, ils m'ont invité comme keynote speaker. Et tout le débat, c'était ce dont on vient de débattre ce soir. C'est-à-dire, la plupart des collègues se voient bien, en fait, qu'aujourd'hui, y compris dans leurs enseignements du management de l'innovation, il manque une brique, quoi. Une brique réflexive sur les limites des théories et des modèles qu'ils enseignent. Hein, on ne peut pas faire comme si, voilà, si on n'interroge pas les finalités sociétales, si on n'interroge pas les mécanismes d'interdépendance, si on n'interroge pas les limites planétaires, etc., en fait, on passe un peu à côté du sujet. Donc, je- bon, le fait qu'il m'invite, je trouvais que c'était un signal intéressant, qu'il y avait y compris un travail de réflexion qui était en cours chez les collègues en se disant, bon, peut-être que aujourd'hui, la façon dont on enseigne l'économie ou la gestion de l'innovation, il y a quand même un certain problème parce que on est piégé par une sorte de biais pro-innovation. Merci beaucoup, Franck. On a un peu dépassé le temps, donc je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Mais merci pour ces discussions passionnantes. Emmanuel, est-ce que tu veux donner le mot de la fin? Comme à chaque fois, comme à chaque conversation avec toi, Franck, c'est toujours très, il y a beaucoup de substance, pour parler français, food for thought, et puis beaucoup d'optimisme quant à l'action, même si le paysage n'est guère, et encore moins depuis avant-hier, propice à l'optimisme, mais c'est très, très encourageant. Moi, comme chercheur en gestion, à chaque fois, la conversation me ramène à nos responsabilités et notre rôle comme chercheur en gestion. Donc, un grand merci. C'était vraiment passionnant. Et puis, à la prochaine conversation. Donc, peut-être on va avoir d'autres. Suivez-nous, on a d'autres séminaires très prochainement aussi, webinaires du réseau de recherche en économie circulaire du Québec. À bientôt. Bonne Merci soirée à beaucoup pour toi, Franck. l'invitation. Merci. Bonne soirée à Merci. tous. Au Au revoir. revoir.